Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce vendredi 24 mars 2017. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été libéré ce vendredi. Il avait été acquitté après avoir été reconnu responsable de la mort de manifestants pendant la révolution de printemps 2011. Germain Katanga est quant à lui condamné par la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice congolais devra verser des réparations individuelles à ses victimes. Et enfin, ce 24 mars marque la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette maladie n'a pas disparu avec le Moyen-Âge, elle sévit encore en Afrique et en Asie. Bonsoir à tous. En Égypte, c'est ce vendredi que l'ancien président Hosni Moubarak a été libéré. Monsieur Moubarak a quitté l'hôpital militaire du Caire où il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. L'ancien chef de l'État, aujourd'hui âgé de 88 ans, avait été acquitté par la Cour de cassation en début de mois. Il avait initialement été reconnu responsable de la mort de manifestants pendant la révolte de 2011 qui avait provoqué sa chute. Si monsieur Moubarak et son ancien ministre de l'Intérieur sont désormais libres, plusieurs autres figures du printemps arabe sont toujours derrière les barreaux. Hosni Moubarak a régné sur l'Égypte pendant 30 ans. Sa libération met symboliquement une fin définitive aux espoirs démocratiques nés pendant la révolution de 2011. Toujours en Égypte, après la région du Sinaï jeudi, c'est désormais la capitale de l'Égypte qui est frappée par une attaque. Selon le ministère de l'Intérieur, un étrange appareil métallique est à l'origine de l'incident qui a coûté la vie à un homme. Un concierge de 35 ans qui nettoyait un jardin. Sa femme et ses 2 fils ont été blessés. L'explosion a eu lieu dans le quartier huppé de Mahadi. L'endroit abrite plusieurs ambassades, des résidences d'expatriés et des logements pour les classes moyennes et ouvrières Kairote. Bien que certaines ambassades aient été menacées par des djihadistes ces dernières années, l'explosion de ce vendredi n'a pas eu lieu à proximité de l'une d'entre elles. Depuis la chute en 2013 du président membre des Frères musulmans Mohamed Morsi, plusieurs attentats à la bombe perpétrés par des activistes islamistes ont frappé le Caire. Les attaques visaient principalement des policiers. La justice internationale vient quant à elle de statuer sur le sort des victimes de Germain Katanga. Aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale a condamné ce vendredi l'ancien chef de guerre congolais à verser des réparations individuelles à ses martyrs. Reconnu coupable en 2014 de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, Germain Katanga avait été condamné à 12 ans de détention. Il est maintenant aussi tenu de payer $250 à chacun des 297 victimes reconnues. La Chambre a également ordonné des réparations collectives ciblées sous la forme d'une aide au logement, d'un soutien à une activité génératrice de revenus, d'une aide à l'éducation et d'un soutien psychologique. Le 24 février 2003, la milice de M. Katanga avait tué par balle et à la machette près de 200 habitants du village de Bogoro, situé dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Également en procès actuellement dans son pays, l'homme de 38 ans a suivi ce vendredi l'audience de la CPI par liaison vidéo depuis sa prison de Makala. Et comme l'a précisé le juge de la CPI ce vendredi, le montant des réparations individuelles que M. Katanga devra verser est symbolique. Pour réparer le préjudice physique, matériel et psychologique causé et estimé par la Cour à plus de 3 750 000 $, l'ancien chef de milice a en tout été reconnu personnellement responsable du paiement d'1 million de dollars, soit plus de 600 millions de francs CFA ou 1 million d'euros. Dans cette optique, la Chambre considère qu'une indemnisation sous la forme d'un montant symbolique de $250 doit être accordée à chaque victime de M. Katanga. La Chambre souligne le fait que ce montant symbolique ne vise pas à indemniser les préjudices dans leur intégralité. Cependant, la Chambre estime que ce montant permet de soulager les préjudices subis par les victimes d'une manière significative. Nous vous en parlions hier au centre du Mali. Des combats interethniques ont fait 10 morts mercredi près de Diabali. Le journaliste malien Adam Thiam a réagi au lendemain de ces affrontements qui ont opposé des membres de la minorité ethnique Peul à des chasseurs traditionnels d'Ozo, essentiellement Bambara. Pour M. Thiam, l'inaction de l'État dans le centre du pays risque de déclencher un véritable conflit interethnique dans cette zone, voire même d'y favoriser la création d'un califat djihadiste. Le journaliste décrit la situation dans un livre intitulé « Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée », présenté à la presse jeudi. Les événements de Diabali non seulement montrent l'urgence d'agir pour que un conflit qui n'est pas encore un conflit interethnique ne bascule pas,
la région du centre ne vit que d'un compromis extrêmement délicat entre des populations qui sont d'ethnies différentes, entre les systèmes de production qui sont différents, mais qui jusqu'à présent ont réussi à cohabiter. Ces questions-là d'affrontement intercommunautaire font partie du type de problème caractéristique effectivement de la gouvernance djihadiste. Donc créer le maximum de désordre, tuer l'État partout où ils sont et le remplacer. Il y a le fait que l'État a déserté, ne laissant comme interlocuteur que les djihadistes et les populations commencent à s'accommoder de la présence des djihadistes et même à les trouver plus justes. Et donc c'est ça le danger. Par exemple, la traversée cette année, la traversée du désert qui a été régentée par les djihadistes, s'est très très bien passée et il semble que certains éleveurs disent mais il faut que l'an prochain ce soit fait aussi par vous. Le danger, c'est que l'absence de l'État, on risque d'accélérer la formation d'un califat djihadiste au centre du pays. Les populations ont besoin d'être rassurées, mais les populations ne peuvent pas être rassurées par des gens qui viennent les prendre simplement sur la base du faciès. Donc il faut des mesures de confiance entre les populations et l'armée. Il faut une véritable collaboration entre l'armée et la population, et on a vu que c'est possible au Niger. Nouveau chapitre dans l'épineux dossier diplomatique des trésors coloniaux. Jeudi, des associations béninoises et françaises ont publié une lettre ouverte adressée au président français François Hollande. Elle demande à la France de restituer au Bénin 4 500 à 6 000 œuvres d'art amassées entre 1892 et 1894 pendant la conquête du royaume du Dahomey, cet ancien territoire ouest-africain à cheval entre le Bénin et le Nigeria. Parmi ces trésors, dont certains sont exposés dans le musée parisien du Quai Branly, des trônes et des sceptres royaux ou encore des portes sacrées du palais d'Abomey et des statues anthropomorphes. Le Bénin et particulièrement le président Patrice Talon souhaitent que ces œuvres appartenant aujourd'hui au patrimoine français reviennent à leur pays d'origine. Le collectif représentatif des associations noires, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme, des députés français et béninois ainsi que des souverains locaux avancent l'argument de la valeur patrimoniale et spirituelle exceptionnelle de ces reliques pour le peuple béninois. Si aucune solution juridique ne semble pouvoir être apportée, les défenseurs de la restitution des trésors coloniaux espèrent que le président français réglera le problème de manière diplomatique à quelques semaines de la fin de son mandat présidentiel. En Somalie, le nouveau président Mohamed Abdullahi Mohamed a participé à une conférence des Nations Unies jeudi. Depuis Nairobi, où il participera au sommet de l'IGAD, le chef d'État somalien a énuméré les défis que son gouvernement doit surmonter. Parmi eux, la bonne gouvernance, le renouveau économique et la gestion par sa propre armée de sa défense contre les islamistes Shebab, une mission actuellement assurée par les 22 000 hommes de la Force internationale de l'Union africaine, l'AMISOM. Mais le défi numéro 1 reste pour M. Mohamed la crise humanitaire causée par la sécheresse en Somalie, avec une aggravation de la famine. Le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson présidait le débat. Il a aussi plaidé auprès des membres du Conseil de sécurité pour augmenter urgemment leur aide. Le représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating, a précisé que pour le moment, seuls 32% des 864 millions de dollars jugés nécessaires pour indiquer le risque de famine ont pu être récoltés, soit environ 525 milliards de francs CFA ou 800 millions d'euros. L'urgence est là. Le choléra provoqué par la consommation d'eau non potable progresse. Elle touche désormais 11 des 18 régions de la Somalie. Je suis vraiment attristé par cette situation, car le peuple somalien est fier, généreux, travailleur et vraiment résistant. Les Somaliens auraient été les derniers à demander de l'aide s'ils pouvaient, en quelque sorte, trouver un moyen de survivre et de vaincre leur réalité. À moins que la Somalie ne commence à attirer de sérieux investissements et à générer des recettes intérieures, l'édification de l'État ne sera qu'une aspiration et le pays restera gravement tributaire et vulnérable aux chocs liés à la météorologie. Si le processus électoral n'avait pas produit un résultat accepté comme légitime par tous, les efforts de réponse à la sécheresse seraient beaucoup plus difficiles. Au lieu de cela, le processus électoral a créé un sentiment d'espoir. Le nouveau Parlement est plus diversifié, plus jeune et plus féminin que tout autre. Les élections ont été en grande partie pacifiques et n'ont pas été perturbées par Al-Shebab.
En Tanzanie, l'ancien ministre de l'Information revient sur son limogeage jeudi par le président John Magufuli. Nape Nnauye avait critiqué l'intrusion musclée du gouverneur de Dar es Salaam dans les studios d'une radio-télévision privée pour y diffuser une vidéo. Le président tanzanien avait défendu le gouverneur avant de renvoyer son ministre sans explication officielle. Hier après-midi, la police a empêché M. Nnauye de tenir une conférence de presse. Une enquête est aussi ouverte au sujet d'une arme qu'un agent de sécurité aurait pointée vers lui. M. Nnauye s'est ensuite exprimé calmement depuis sa voiture. Il a demandé aux Tanzaniens de placer leur pays avant toute autre considération. Mon appel à mes concitoyens tanzaniens, c'est que je suis en poste depuis 1 an en tant que ministre de l'Information, des Sports et de la Culture. Je crois avoir utilisé toutes mes capacités pour vous servir comme un bon leader. Je suis ici pour vous remercier pour tout l'amour et le soutien que vous m'avez montré. Je vous aime vraiment et je voudrais pouvoir continuer à travailler étroitement avec vous. Un peu plus au sud, les vétérans de la guerre du Zimbabwe ont exprimé leur déception. Réunis jeudi à Harare, ils ont déclaré vouloir soutenir des candidats compétents pour les élections de 2018. Ces soutiens clés du président Robert Mugabe depuis des années envisagent même la possibilité de voter pour l'opposition et non plus pour M. Mugabe, qui à 92 ans a été désigné candidat pour un nouveau mandat après 36 ans au pouvoir. Nous faisons le bilan de la raison pour laquelle nous avons combattu, de là où nous en sommes et de là où le pays devrait aller. Nous avons voté pour des gens au cours du passé parce que nous pensions qu'ils venaient du parti politique dans lequel nous étions. Même alors que nous savions que cette personne n'était pas le bon candidat, nous avons été forcés de faire allégeance au parti et de voter pour cette personne. Cela ne se reproduira plus. Quand vous faites face à des sanctions et que vous ne savez pas comment les surmonter, alors abandonnez le pouvoir et donnez-le aux vétérans de guerre. Et vous verrez à quel point le pays s'améliorera. Vous ne serez plus embêtés par les partis politiques. Nous voulons simplement des gens compétents pour que nous puissions relever ce pays du marasme économique dans lequel il se trouve et l'emmener à un autre niveau. Vous ne serez plus embêtés par les partis politiques. Nous voulons simplement des gens compétents pour que nous puissions relever ce pays du marasme économique dans lequel il se trouve et l'emmener à un autre niveau. Nouveau drame en mer Méditerranée. Près de 250 migrants pourraient avoir perdu la vie suite au naufrage de 2 embarcations au large de la Libye. Le bilan reste approximatif. Seuls 5 corps flottants ont été repêchés jeudi par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. Elle estime cependant que ce type de canot gonflable transporte en général 120 à 140 migrants chacun. Les cadavres découverts étaient ceux d'Africains âgés de 16 à 25 ans environ. Ils se seraient noyés 24 heures avant d'avoir été retrouvés au nord du port libyen de Sabrata. Et au large de la Turquie, cette fois-ci, ce sont 12 autres migrants qui ont également perdu la vie dans le naufrage de leur bateau. Parmi eux, 5 enfants et 2 femmes. Le canot pneumatique qui a coulé en mer Égée transportait des migrants syriens et des passeurs qui pourraient être turcs. Rencontre royale au Maroc. Le roi Mohamed VI a reçu jeudi le roi Abdallah II de Jordanie en visite officielle. Les 2 hommes se sont rencontrés à une semaine du 28e sommet de la Ligue arabe qui se tiendra fin mars à Amman en Jordanie. Abdallah II a été reçu avec tous les honneurs. Les 2 chefs d'État ont ensuite inauguré l'Afrique en capitale, une manifestation culturelle qui débutera le 28 mars. Son ambition, selon ses promoteurs, faire de Rabat pendant 1 mois la capitale artistique du continent. La visite au Maroc du souverain jordanien avait aussi pour but de renforcer la coopération économique entre les 2 pays. Les 2 dirigeants ont également pu aborder la situation dans le monde arabe. Un mot de santé à présent. Ce 24 mars marque la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Même en 2017, cette maladie que l'on associe souvent à tort au Moyen-Âge continue de faire des millions de morts, essentiellement en Afrique et en Asie. La tuberculose est causée par une bactérie qui s'attaque principalement aux poumons. C'est la maladie contagieuse la plus mortelle au monde, avec 1 800 000 victimes en 2015 et 10 400 000 personnes atteintes. 60% d'entre elles vivent dans 6 pays du monde, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour le continent africain, ainsi que l'Inde, l'Indonésie, la Chine et le Pakistan. Loin de disparaître, des souches hautement résistantes de la maladie sont présentes presque partout dans le monde. Elles sont favorisées par les migrations et le développement du tourisme. Un rapport publié jeudi par The Lancet Respiratory Medicine met en garde. Les nouveaux traitements contre les formes résistantes de tuberculose pourraient eux aussi devenir inefficaces s'ils sont mal utilisés.
Un espoir tout de même, dans le même rapport, des études préliminaires montrent que des nouveaux médicaments améliorent sensiblement l'efficacité des traitements et donnent un espoir à des patients qui auraient auparavant été considérés comme incurables. La tuberculose est la principale maladie infectieuse mortelle aujourd'hui et chaque jour, 5000 personnes perdent leur vie à cause de la tuberculose. La tuberculose frappe particulièrement les populations vulnérables qui incluent les migrants, les réfugiés, les prisonniers et les personnes marginalisées dans leur société. Cette année, nous aurons l'occasion de participer à la conférence ministérielle mondiale de l'OMS qui se tiendra à Moscou, consacrée à la tuberculose dans cette ère des objectifs de développement durable, afin de promouvoir notre orientation éthique, car les principaux thèmes à cette conférence seront les droits de l'homme, le respect de l'équité et la norme éthique que nous promouvons en tant que OMS. Sur le continent africain, la prévalence de la tuberculose est plus élevée qu'avant au Kenya. C'est le résultat de la première enquête post-indépendance sur la prévalence de la tuberculose que le ministère de la Santé kényan vient de publier. La tuberculose est une maladie importante dans notre pays en matière de santé publique. C'est la 4e cause de mortalité. Par ailleurs, le Kenya est considéré comme un pays où la tuberculose est un fléau. Au cours des 10 dernières années, nous avons traité 1 million de Kenyans contre la tuberculose. Mais nous n'avons pas les données exactes de combien de personnes tombent malades. La prévalence de la tuberculose au Kenya est plus élevée que ce que nous pensions auparavant. D'après une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, il y avait 223 personnes atteintes sur 100 000. Nous avons découvert que c'est en fait le double, 558 pour 100 000 personnes. Malheureusement, 40% des personnes qui tombent malades chaque année de la tuberculose ne sont pas détectées, ni traitées. Maintenant, la gravité de ce fait est que ces personnes continuent de transmettre la maladie. La plupart des personnes touchées par la tuberculose sont des hommes, surtout des jeunes hommes entre 25 et 44 ans. Le fléau de la maladie les touche 2 fois plus que l'estimation à l'échelle nationale. Cela veut dire que nous devons mettre en place des programmes spécifiques pour toucher ces jeunes hommes si nous voulons contrôler la tuberculose. Santé toujours avec cet espoir de vaincre les diarrhées infantiles souvent fatales en Afrique. Les résultats d'un essai concluant ont été publiés mercredi dans la revue médicale américaine New England Journal of Medicine. Un nouveau vaccin, bon marché par ailleurs, serait efficace à plus de 66% contre les rotavirus qui provoquent des gastro-entérites aigus. Ces diarrhées causent la mort de 37% des jeunes enfants dans les pays en développement. 450 000 enfants de moins de 5 ans succombent chaque année aux infections consécutives à ces problèmes sanitaires, principalement en Afrique subsaharienne. À l'international, la guerre au Yémen crée un désastre humanitaire et les enfants sont particulièrement affectés. Depuis le début du conflit, le nombre d'enfants déscolarisés a plus que doublé. Reportage. Roa, 12 ans, rêve de devenir institutrice. Mais pour l'instant, elle ne peut même plus aller en classe. En 2016, avec sa famille, elle a fui Taïz, au sud-ouest du Yémen, après le bombardement de son école, pour se réfugier dans la capitale Sanaa. On ne pouvait pas étudier. Qu'avons-nous fait de mal? Nous n'avons rien fait. Des centaines de milliers d'enfants yéménites sont déscolarisés à cause de la guerre. Un conflit aggravé depuis mars 2015 par l'intervention d'une coalition arabe menée par l'Arabie saoudite contre les rebelles chiites houthis. Aujourd'hui, 10% des écoles du Yémen sont hors service, cible récurrente d'attaques. L'UNICEF a recensé 212 attaques directes contre des écoles, y compris des frappes aériennes qui auraient tué des élèves. Bombarder des écoles est une tragédie pour les écoliers ainsi que pour les enseignants. Ça cause un traumatisme psychologique pour les enfants et leurs professeurs. Les écoles sont parfois occupées par des combattants ou transformées en camps de réfugiés. À Sanaa, les classes sont surchargées. Depuis 2015, le nombre d'enfants déscolarisés a plus que doublé. Des enfants particulièrement vulnérables. Ces enfants sont sujets à de nombreux risques. Être déscolarisé peut les mener dans la rue. Les garçons peuvent être recrutés pour combattre et les filles sont victimes de mariages précoces. Sans accès à l'école, toute une génération risque d'être perdue dans l'un des pays les plus pauvres du monde, où le conflit entre dans sa 3e année.
Ouverture ce vendredi en France de la 37e édition du Salon du Livre Paris. Cette année, et pour la première fois depuis le début de son tour du monde en 1988, c'est un pays du Maghreb qui est l'invité d'honneur. Le Maroc tient l'affiche et une forte délégation d'auteurs marocains a fait le déplacement. En plus de la rencontre avec leur public et des traditionnelles séances de dédicaces, ils participeront durant 4 jours à des tables rondes et débats ou autres animations littéraires. Au-delà du Maroc, une bonne partie du continent africain sera également représentée, avec notamment un nouveau pavillon baptisé Lettres africaines. Mode à présent, la Syrie a récemment présenté son premier défilé de mode kurde. Dans des robes aux couleurs chatoyantes, des mannequins ont défilé sur le podium avec assurance au rythme d'une musique traditionnelle. Ce premier événement du genre dans le pays donne une seconde vie aux habits rituels de cette minorité de Syrie. Regardez. Loin des Fashion Weeks européennes, ces mannequins défilent dans le nord de la Syrie. Elles veulent mettre en avant les vêtements traditionnels kurdes. Une mode totalement interdite et réprimée par le régime avant le début du conflit en 2011. Mais la culture kurde syrienne reprend peu à peu ses droits depuis que cette zone, frontalière avec la Turquie, s'est déclarée autonome. Avant la révolution, on ne pouvait même pas dire que nous étions kurdes. Mais aujourd'hui, nous parlons notre langue, nous étudions dans nos écoles. Et comme vous le voyez, je porte des vêtements traditionnels kurdes, je parle kurde dans nos rues, dans notre ville. Après le défilé, c'est dans la rue que ses habitants paradent. Impossible il y a quelques années. Mais avec la guerre, le régime syrien a retiré la plupart de ses forces militaires de cette région. Et les Kurdes, qui représentent environ 10% de la population, travaillent à faire revivre leur culture, autrefois souterraine. Comme Sami Moussa, qui travaille dans le quartier des tailleurs de la grande ville de Kamishli. Les prix varient. Par exemple, réaliser cette pièce de tissu coûte environ 15 €. Mais celle-ci coûte 30 € à fabriquer parce qu'elle est difficile à coudre étant donné qu'elle est couverte de perles. Un habit traditionnel kurde cousu main peut coûter de 70 à 150 €. Et aujourd'hui, les tailleurs de Kamishli doivent répondre à une demande grandissante, en particulier avec les célébrations de Nowruz le 21 mars. Mais le célèbre festival du printemps n'est plus la seule occasion de revêtir ses plus beaux atours. Ces vêtements ne sont pas seulement pour Nowruz. Les jeunes filles portent des costumes traditionnels lors de tous les mariages. Et il y a quelques jours, j'ai réalisé un costume kurde pour une jeune fiancée qui va le porter à son propre mariage. Aujourd'hui, ces tailleurs produisent parfois 10 fois plus de costumes qu'avant la guerre. Et Raïd assure même exporter ses créations jusqu'en Europe. La mode toujours en Afrique cette fois-ci. Le Cap en Afrique du Sud a ouvert sa semaine de la mode jeudi. L'événement annuel est une opportunité pour tous les créateurs du continent africain de se faire connaître. La Fashion Week du Cap est une mise en lumière indéniable des talents créatifs africains. C'est aussi une vitrine sur le monde qui permet de casser les clichés de ce qu'est la mode en Afrique. Loin des imprimés de fauve et des traditionnels wax, elle se réinvente pour s'adapter à des goûts plus contemporains. En Afrique du Sud, l'industrie de la mode emploie près de 100 000 personnes et ça permet à beaucoup de familles de vivre. On a lancé beaucoup de photographes, des vidéastes, des mannequins, des maquilleurs. Donc l'industrie de la mode fait partie d'un écosystème de petits business en Afrique du Sud. Et on sait que pour la plupart des économies, les petits business, ces entrepreneurs sont ceux qui font vraiment avancer l'économie. En tant que designer africain, je trouve qu'on doit travailler beaucoup plus dur pour se faire remarquer. Je pense qu'on doit surmonter pas mal de stéréotypes. On continue de me demander pourquoi il n'y a pas d'imprimé léopard dans la collection, ou du wax qui ne vient pas d'Afrique. Et je dois répondre que ce n'est pas ce que veulent mes clients, et ce n'est pas ce que je veux faire. La Fashion Week, en particulier celle du Cap, ça représente beaucoup pour les créateurs locaux. C'est une plateforme qui est prise au sérieux au niveau des affaires. Et une fois que vous avez fait un défilé à la Fashion Week, les gens pensent que votre marque va vraiment dans la bonne direction. C'est aussi super de la montrer aux visiteurs, à tous ceux qui viennent au Cap, pour voir les collections et voir ce que font les créateurs du Cap. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak a été libéré ce vendredi. Il avait été acquitté après avoir été reconnu responsable de la mort de manifestants pendant la révolution du printemps 2011.
Germain Katanga est quant à lui condamné par la Cour pénale internationale. L'ancien chef de milice congolais devra verser des réparations individuelles à ses victimes. Et enfin, ce 24 mars marque la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Cette maladie n'a pas disparu avec le Moyen-Âge, elle sévit encore en Afrique et en Asie. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain samedi pour votre revue africaine de la semaine. Bonne suite de programme sur Vox Africa.